Christelle Petit-Colin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, c'est particulièrement réjouissant de vous recevoir. Vous êtes vraiment un personnage solaire, enthousiaste, très bienveillant. Et vous venez nous présenter donc Mon enfant pense trop, tout à fait associé à Je pense trop, qui est rectifié d'un Je pense mieux, et non pas d'un Je pense trop mieux, aux éditions Très Daniel. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qui concerne finalement la singularité. Concernant ces enfants qui pensent trop, alors combien ne pensent pas trop? Ils sont combien à être un peu sur cette lisière, cette bordure? Alors, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de test vraiment officiel pour dire si un enfant pense trop ou s'il pense pas trop. Les seuls tests dont on dispose, ce sont actuellement les tests de QI. Et les tests de QI sont délibérément étalonnés pour ne concerner que 2% de la population. Moi, je situe le nombre d'enfants, comme je situe des enfants qui pensent trop, à peu près 12-15% de la population. Donc, il y a toute une partie de ces enfants qui ne rentrent pas dans la case surdouée, qui ont pourtant toute cette hypersensibilité, toutes ces différences, tout cet atypisme, sans qu'on puisse vraiment les repérer. Alors d'ailleurs, le livre démarre, je rebondis vraiment sur ce premier point, votre livre démarre parce que vous appelez la valse des étiquettes. Oui. Qui est un chapitre réjouissant. Et donc vous alertez quand même un peu au passage sur en fait, le fait qu'on peut être singulier sans être malade. Alors, je sais pas si c'est réjouissant, mais moi, en tout cas, j'étais un peu en colère en l'écrivant. Je comprends. La valse des étiquettes, c'est que dès qu'un enfant est atypique, évidemment, les parents sont en difficulté, surtout dès qu'on commence à l'école à renvoyer aux parents que cet enfant ne rentre pas dans les cases qui sont prévues pour lui. Donc, les parents s'engagent dans une quête d'essayer de comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Et la valse des étiquettes, c'est que les professionnels vont mettre une étiquette stigmatisante sur l'enfant. Donc, la moins stigmatisante, on en a parlé, c'est l'étiquette de surdoué. 2% de chance que vous ayez cette étiquette. Surtout que ces gamins-là, étant émotifs et malins, souvent sabotent leur propre test de QI. Donc, ça aide pas. Et après, les étiquettes qu'ils vont avoir à leur disposition, la litanie des 10, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, 10, les TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'autisme, que des étiquettes qui renvoient à l'enfant l'idée qu'il est dysfonctionnant et mal apprenant. Et donc, effectivement, moi, j'étais très en colère quand j'ai écrit ce chapitre parce que je trouve que c'est monstrueux de faire démarrer dans la vie un enfant en lui collant déjà une étiquette de dysfonctionnant, alors qu'il a juste un fonctionnement qui est atypique. Et que quand on lui permet de se servir de son fonctionnement atypique, les enfants ne demandent que ça, à comprendre comment il fonctionne et à s'en servir. Et alors on les rééduque longuement pour qu'ils deviennent des normaux pensants ou des neurotypiques, ce qu'ils pourront jamais être de toute façon. Et ils se trimballent une étiquette qui est vraiment dévalorisante pour eux. Et puis alors après, on vous dit, mais c'est bizarre, les dyslexiques, ils sont vachement dépressifs. Forcément. Bah oui. Alors posons peut-être, commençons par ça. Finalement, c'est quoi un enfant qui pense trop? Alors, un enfant qui pense trop, alors ça n'est que mon point de vue, et je précise quand même avant toute chose que je ne suis pas neurologue ni psychiatre, donc c'est vraiment de l'observation et une étude très empirique, mais j'ai suffisamment d'observation et de retour de cabinet pour être quand même un peu sûr de ce que je raconte. C'est le paradoxe. C'est-à-dire, on me dit prouve-le. Ben non, je peux pas vous le prouver, je suis pas neuroscientifique, mais par contre, j'ai une pratique, j'ai 27 ans de pratique, donc ce que je dis, je l'ai expérimenté. Donc, en tant que coach. En tant que coach, voilà. Donc, un enfant qui pense trop, c'est un enfant qui a deux particularités neurologiques. La première particularité, c'est qu'il est ce qu'on appelle hyperesthésique, c'est-à-dire qu'il a les 5 sens plus développés, plus fins, plus en alerte que la moyenne des gens. Les gens qui pensent trop, qu'ils soient petits ou grands, voient tout, entendent tout, ressentent tout, avec une acuité hors norme. C'est la première caractéristique de ces enfants. Ils sont juste hypersensibles des 5 sens. Et les parents s'en rendent bien compte, parce que dès qu'ils face à un papier de bonbon à l'au bout de la pièce, le gamin, il a tout de suite repéré. Enfin, c'est des gamins qui ont un sens du détail impressionnant.
Donc, première caractéristique, hypersensible au niveau purement neurologique, sensoriel. Et tout le reste en découle. Quand je suis hypersensible, je suis forcément hyper émotive. Si je suis pas très sensible, vous arrivez derrière moi, vous me faites pouic, je veux dire « Ah, c'est toi ». Si je suis hypersensible, vous arrivez, vous faites pouic, je fais un bond comme ça, je fais « Ah, c'est toi ». Donc, évidemment que tout en découle de cette hypersensibilité sensorielle, tout en découle l'hyperémotivité, l'hypersensibilité tout court et l'hyperempathie. Ils captent tellement de choses, ces gamins. Donc, et les parents le disent, mais oui, c'est incroyable, ce sens du détail, etc. Donc, voilà. Première caractéristique, est-ce que c'est grave d'avoir les 5 sens hyper ouverts et hyper en alerte? Normalement, non. Ça devrait être plutôt réjouissant. Deuxième caractéristique, ils ont une forme de pensée complexe, arborescente. Et aux enfants, je leur explique de la façon suivante. La plupart des gens pensent en corde à nœuds, où chaque nœud est une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et ils ont leurs cordes de pensée bien rangées les unes à côté des autres, mais elles ne se touchent pas. Et toi, tu penses en toile d'araignée. Une idée en fait jaillir 10, en fait jaillir 10, en fait jaillir 10, et tout est connecté avec tout. C'est pour ça que tu penses pas comme tes copains et que toi, tu peux bondir d'une idée à l'autre et que eux, des fois, ils peuvent pas parce que c'est pas sur la même corde à nœud. Une fois qu'on a expliqué ça à un petit enfant, mais 7 ans, hein, eh ben, il est tout content, il a compris et puis il dit ah ouais, je vois bien comment mes copains, etc. Puis il est tout fier de dire ouais, ben tu vois, moi ça l'autre jour je l'ai entendu, puis personne d'autre l'avait entendu que moi. Donc après, quand il a compris ces deux caractéristiques-là, il s'en accommode. Et puis, il en fait usage. Là, vous êtes un personnage de réjouissant, je le disais en démarrant cette interview. C'est gentil. Vous défendez vraiment cette singularité en disant non pas « oh là là, il faut faire attention, il faut accompagner, il faut surveiller ». Vous vous dites « mais c'est merveilleux, apprenez à vous en servir ». Ben oui. C'est comme si on me disait « oh là là, c'est affreux, tu as une Ferrari. Mon Dieu, mais tu vas te tuer avec. » Ben non, tu apprends à la conduire hein, et après, ça va tout seul. Parce que c'est une Ferrari. Ah ouais, ce cerveau-là, le cerveau complexe arborescent, c'est une Ferrari. Il part dans tous les sens, il fait des connexions, il connecte plein de choses. Bien sûr que c'est une Ferrari, un cerveau comme ça. Mais imaginez une Ferrari dont on n'a pas la maîtrise sur une départementale. C'est sûr qu'on va aller dans le décor. Donc, il faut la piloter, puis il faut sortir des départementales aussi. Comment on la pilote? Comment on la pilote? Alors... Pour les adultes, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent tout un travail d'apprendre à se regarder penser. C'est-à-dire vraiment se repérer quand ils partent dans leurs arborescences, dire non, pense pas à ça, pense plutôt à ça. Voilà, il y a un travail à faire quand on est adulte pour maîtriser sa pensée complexe arborescente. Pour les enfants, il suffit juste de leur dire, t'as vu comment tu penses et après les enfants ont une faculté, comme ils sont encore petits et pas trop souffrants, à se réapproprier ce qu'ils sont et en faire bon usage très vite. Donc, avec les enfants, il n'y a pas grand-chose à faire, juste leur dire, tu vois, ta pensée oui city, elle t'a fait passer par là, et ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, l'autre jour, mon copain, ça, il l'avait pas vu, moi, je l'avais vu. Je dis, voilà, t'as compris. Et dans la tête des enfants, ça fait, vous savez, comme domino day, quand on appuie sur un domino et puis qu'il y a tout qui se réorganise. Donc, les enfants, on leur donne 2-3 informations et aussitôt, ils se réorganisent et ils en font bon usage. Après, j'ai fait toute une liste quand même de conseils scolaires parce que l'école, c'est particulier. Oui. Mais pour le reste, savoir que c'est OK, que oui, tu entends et tu vois plus de choses que les autres. Et c'est OK, tu penses pas pareil et ta pensée, elle part en étoile. Ça leur suffit pour qu'ils en fassent un bon usage. Oui, alors vous devancez la question suivante qui est l'école, effectivement, sur laquelle vous attardez dans ce livre. Voilà. Là, vous remettez vraiment au goût du jour, tout simplement, le bon sens. Et puis, quelque chose qu'on a perdu, c'est-à-dire le temps, l'écoute. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'école? On parle de l'école. Alors, je précise quand même que vous avez été institutrice. Oui, voilà. Et je me suis sauvée en courant. J'ai fait l'école normale d'instituteur, j'ai enseigné 1 an et demi et je suis partie en courant. J'en ai honte aujourd'hui quand je lis le livre de Céline Alvarez sur l'école, parce que elle a fait ce que j'aurais peut-être pu faire il y a déjà 40 ans, mais moi j'avais pas le courage et peut-être c'était trop tôt. Je suis partie en courant. C'était une souffrance. Elle le dit d'ailleurs. Hein. L'école, c'est une souffrance pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants. C'est une machine, une violence inouïe pour tout le monde. Et donc, j'ai pas tenu. C'était la façon dont on voulait formater les enfants.
la façon dont ils étaient étiquetés, effectivement, dès le départ. Ah, t'as machin, j'ai eu son frère dans sa classe, mais quelle famille a problème? Non, non, je veux pas savoir que c'est une famille à problème. Je veux être vierge pour accueillir cet enfant. Puis au premier truc qui se passe, ça revient forcément. On m'avait dit que c'était une famille à problème. Non, non, je veux pas m'en rappeler. Je veux être neutre pour lui, mais c'est pas possible. Ils sont étiquetés très, très tôt. Finalement, en devenant coach, vous avez été plus accompagnante qu'en étant institut. Vous avez pu plus être accompagnante qu'en étant Oui, institutrice. parce que j'ai travaillé pendant 2 ans dans le cadre du REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, où j'ai pu vraiment être aux côtés des parents. J'ai formé des enseignants. Donc, effectivement, j'ai pu appuyer sur des leviers qui permettaient de démultiplier. Alors que si j'étais restée enseignante, finalement, j'aurais fait 30 enfants par année. Et là, j'ai pu démultiplier en travaillant. J'ai travaillé dans des lycées aussi pour faire des ateliers pour la gestion du stress pour des terminales, justement pour ces enfants qui sont hypersensibles, qui risquent de rater, comment s'organiser, toujours avec l'idée de leur donner des outils très concrets. Alors, l'école, vous en faites un bilan donc, qui n'est pas enthousiasmant. Alors, c'est pas moi, hein, c'est PISA qui fait le bilan de l'école. Nous sommes bonnet d'âne. Hein, l'éducation nationale a un bonnet d'âne au niveau international, avec toutes les enquêtes qui ont été faites, PISA, etc. Le niveau de lecture dégringole. L'école française est élitiste. L'école française est sexiste. Il y a très peu de filles qui se sentent concernées par les sciences. Il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça. Et surtout, nous, en France, on a eu mai 68 et les néo-pédagogues qui ont voulu révolutionner l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'école normale, moi, avec ces néo-pédagogues post-68 art qui disaient il est interdit d'interdire. La devise, c'était je ne sais pas, mais on va chercher ensemble. Si vous avez vu le film Le Maître d'école, je sais pas s'il vous a fait rire. Moi, il m'a jamais fait rire parce que c'était mon quotidien à l'époque. Hein. C'était en 80, c'était les années où j'étais enseignante. Ça m'a pas fait rire parce que c'est exactement ça. Couper les cheveux en quatre et ça. Alors justement, moi qui suis fan de bon sens, il y en avait plus du tout à l'école. Et on a fabriqué des générations d'illettrés et on fabrique des dyslexiques, etc. Et on demande aux enfants de lire silencieusement. On demande aux enfants de lire le mot lecture rapide, plus vite, etc. Donc, on n'utilise pas les phonèmes. Enfin, donc tout ce qu'il faut pour qu'un enfant n'arrive pas à apprendre à lire, en fait. Alors, vous soulevez le fait que, finalement, dans les méthodes qui ne sont pas récentes, hein, comme Montessori, Freinet, il y a quand même beaucoup de bons à prendre sur le principe du respect, de l'empathie, de l'expérience par le jeu, qui sont en fait des valeurs qui n'existent pas dans l'école aujourd'hui en France. Voilà. Là, alors, surtout pour nos petits pense-trop, puisqu'on va revenir à eux, c'est la préoccupation. Les autres enfants, ils vont bien, ils vont bien, les pauvres. Ils se débrouillent avec le système scolaire. Ils s'adaptent. Je dirais qu'ils se débrouillent avec. D'accord. Et le problème, c'est que nos petits pense-trop, ils n'arrivent pas à se débrouiller avec ce système qui est, de toute façon, hein, je leur ai dit, c'est pour tout le monde, ce système, il pose problème, y compris pour les enseignants. Donc les petits pense-trop, ils peuvent pas s'en sortir. Donc c'est pour ça que j'ai fait toute une liste de conseils pour les petits pense-trop, pour qu'ils puissent quand même franchir le cap de l'école. Je vais vous donner des exemples très concrets. Quand je reçois un petit pense-trop dans mon cabinet, je lui dis toi, tu as une pensée complexe, donc en fait ton cerveau, il simplifie les choses compliquées, il complique les choses simples. Donc, à l'école, quand tu n'as pas compris, c'est que tu as compliqué quelque chose de simple. C'est comme si l'école, elle était au rez-de-chaussée et que ton cerveau était au 3e étage. Quand on te pose une question et que tu comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te rues au 5e étage. Alors, du coup, ça te paraît super compliqué et puis tu te dis que tu y arriveras jamais. Alors qu'en fait, dès que tu n'as pas compris, il faut que tu te rappelles que c'est ton cerveau qui a compliqué quelque chose de simple. Redescends au rez-de-chaussée. Pose-toi la question si c'était tout bête, si c'était du niveau école maternelle. Alors après, en fonction si c'est un 6e, je dis si c'était du niveau CE2. Voilà, on se débrouille. Voilà, si c'était tout bête, si tu devais expliquer à ton petit frère, ce serait quoi? Et souvent, je les ai comme ça, les gamins. Je leur dis d'ailleurs, si tu te rappelles bien, à chaque fois que tu n'as pas compris, quand tu as donné la réponse, ta première pensée, ça a été « Oh, c'était que ça !» Et les gamins me font « Oui !» Voilà, donc leur apprendre à revenir aux évidences, à ne pas compliquer les choses trop, les choses
comme ils en ont l'habitude, parce qu'en plus, comme ils s'ennuient, ils compliquent pour retarder le moment de trouver au début. C'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2, c'est trop facile, c'est trop rapide, ils s'ennuient à mourir, alors ils rajoutent 10, ils retirent 5 pour aller... hein, et puis ils finissent par dire 2, mais ils ont fait une promenade entre les deux intellectuels pour s'occuper l'esprit, puisque c'était trop simple. Et donc ils gardent l'habitude de compliquer comme ça. Donc voilà, un truc tout bête, revient aux évidences, jusqu'à, on va dire, ouais, jusqu'à l'université, vous pourrez leur seriner, reviens aux évidences. Si c'était tout simple, si c'était tout bête, si tu devais expliquer à ton petit voisin qui n'y connaît rien, reviens aux évidences. Vous parlez de l'ennui. Oui. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui. Vraiment, c'est une émotion qui intervient beaucoup pour les petits penstreaux. Alors moi, j'ai fait un atelier pour des enfants étiquetés hyperactifs en Suisse. J'avais 10 enfants avec moi. Les 10 enfants m'ont dit... En classe, je m'ennuie à hurler. Je m'ennuie à hurler. Je me force à m'endormir pour pas hurler. Et la petite Camille m'a dit, ben moi, ma maîtresse, elle veut bien que j'aille hurler dans le couloir. Alors des fois, je vais pousser des grands cris dans le couloir. Et là, l'instit qui m'avait fait venir m'a confirmé que des fois, elle voyait Camille dans le couloir en train de hurler. Et donc les enfants s'ennuient à hurler en classe. Alors après, on leur dit qu'ils sont hyperactifs, mais... Comment? Alors, l'exemple que je donne dans mon livre, que j'ai donné aussi à mon éditeur, je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vécu une réunion de copropriété? Mon éditeur est devenu blanc comme un linge. Il m'a dit, il s'ennuie à ce point-là. Je lui ai dit, non seulement il s'ennuie à ce point-là, mais nous, les réunions de copropriété, c'est 1 fois par an. Eux, c'est tous les jours de la semaine. Ils s'ennuient à ce point-là tous les jours de la semaine. Donc, effectivement, vous êtes d'accord, il y a de quoi hurler si on s'ennuie en classe comme dans une réunion de copropriété. Donc, on arrive à la phobie scolaire. On arrive à la phobie scolaire. Qui est effectivement, il faut réaliser la torture qu'on leur impose. Bon, ça, la torture d'être assis à attendre que les autres aient compris et qu'on avance, hein, exactement comme dans la réunion de copropriété. Et il y a un autre problème, c'est que de plus en plus aussi, ils se retrouvent en échec scolaire et à perdre le sens de ce qu'on leur enseigne. À quoi ça sert ce qu'on fait en classe? Et donc, ils sont en perdition. Arrive aussi très tôt, malheureusement, le harcèlement scolaire. 10% des élèves sont harcelés. Devinez lesquels c'est? C'est les petits penstreaux, forcément. Alors, dans ma pratique de coach, les penstreaux adultes que j'ai eus dans mon bureau, tous les penstreaux adultes que j'ai eus dans mon bureau, je les appelle les penstreaux parce que c'est à l'île de la Réunion, c'est à l'île Maurice qui se sont appelés comme ça. T'es un penstreau, toi? Oui, moi aussi, je suis un penstreau. Je trouvais que c'est tellement mignon. Donc, pour ça que depuis tout à l'heure, je dis les penstreaux. Mais en fait, voilà, c'est un petit coucou aux Mauriciens qui... Donc, quand je reçois dans mon cabinet des penstreaux adultes, j'ai eu 100% des penstreaux adultes qui se sont fait harceler à l'école. Donc, je pense que la phobie scolaire, c'est aussi ça, cette incapacité qu'ont les neurotypiques à accepter la différence et cette fragilité qu'on croit percevoir chez ces enfants, qui n'est une fragilité. Alors, c'est vraiment important que tout le monde l'entende. C'est une fragilité que nous créons chez eux en ne les acceptant pas comme ils sont. C'est ça qui est monstrueux. C'est que nous créons la fragilité en ne les acceptant pas comme ils sont. Et une fois qu'ils ont été fragilisés par notre non-acceptation, on dit « Ah, mais c'est parce qu'ils sont fragiles qu'ils supportent pas le harcèlement. » C'est à hurler, ça aussi. C'est à hurler. Imaginez que vous naissez avec les yeux bleus. Personne ne vous dit que vous avez les yeux bleus, mais tout le monde critique votre regard. Tu regardes trop, tu regardes pas assez, ton regard est trop froid, il est trop chaud, il est trop insistant. Et en permanence, on critique votre regard. Et vous êtes de bonne volonté, vous changez votre regard, et rien n'y fait. Quoi que vous fassiez, c'est jamais le bon regard. Il y a de quoi se décourager. Et c'est l'exemple, il est valide parce que c'est neurologique. On fait pas exprès d'avoir les yeux bleus, on fait pas exprès d'être hypersensible et d'avoir la pensée complexe arborescente. Et donc, depuis qu'ils sont petits, on leur dit tu n'es pas adéquat. On les fragilise bien, donc ils se créent un faux self, ils se suradaptent. Après, on leur dit oui, mais il est trop gentil avec tout le monde. Bah oui, mais c'est pas agréable d'être rejeté non plus. Et on crée chez eux des failles, des faiblesses,
Et puis après, on leur dit, ah, mais voilà, il se fait harceler parce que faut dire, il est trop gentil, il s'adapte trop aux autres, il a qu'à s'adapter. Alors qu'on l'a poussé à s'adapter. Et qu'on l'a surtout poussé à ne pas s'accepter lui-même. Parce que les manipulateurs, petits et grands, s'engouffrent dans nos failles narcissiques. S'il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je prétends être, c'est là qu'ils vont s'engouffrer. Par exemple, je me sais être atypique et puis je fais tout pour être normal. Ben, le manipulateur, il le repère tout de suite. Donc, il va arriver, il va me dire « Oh, Christelle, mais qu'est-ce que t'es normal! Formidable, ce que t'es normal! » Moi, je suis rassurée. Tous mes efforts pour être normal sont validés. Puis, une fois qu'il est dans la place et que je lui fais confiance, il me dit « Ouais, mais enfin, t'es un peu bizarre quand même. » Et vous voyez, il va venir agrandir cette faille entre mes prétentions affichées et ce que je suis vraiment. Ces pauvres petits gamins, ils passent leur temps à essayer de s'adapter. Et il y a une faille chez eux qui est juste la méconnaissance de qui ils sont. Pourquoi les pense trop sont si vulnérables? Et ce qui est très intéressant dans vos écrits, dans les livres que vous avez écrits, c'est que vous avez commencé d'abord par les manipulateurs. Alors, comment s'est déroulée cette pensée, finalement, pour parler de la vulnérabilité? Alors, moi, à la base, je suis conseil en communication. Donc, les gens viennent me voir quand ils ont des problèmes de communication dans le travail ou dans la famille. Ça a commencé comme ça. Il y a 27 ans, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais formatrice et conseil en communication. On va améliorer la communication. Et c'est à ce moment-là, en travaillant avec les gens, que je me suis rendu compte que si vous avez affaire à quelqu'un de bonne volonté, restaurer la communication, c'est les doigts dans le nez. Ça se fait tout seul, même si vous avez quelqu'un qui a un sale caractère, etc. Du moment qu'il est de bonne volonté, ça va tout seul. Et donc, on se retrouve à un moment donné avec juste une frange de la population avec qui aucun outil de communication ne marche. Mais ça va devenir fou. Aucun des outils ne marche parce que la personne ment, parce qu'elle est de mauvaise foi, parce qu'elle se contredit, parce qu'elle a deux visages, parce qu'elle est lunatique. Et en écoutant les gens parler, je me suis dit, mais ils me parlent tous de la même personne. Parce qu'un manipulateur ou une manipulatrice, c'est quelqu'un d'invraisemblablement standard. Vous me racontez ça, je vous raconte la suite. Moi, il n'y a pas de problème. On m'appelle Madame Irma dans ma clientèle. Et donc, quand j'ai écrit le livre « Échapper aux manipulateurs », j'ai écrit le portrait robot du manipulateur. Et les gens m'ont dit, j'avais commencé votre livre avec un stabilo, puis j'ai arrêté parce que le livre devenait fluo. Ma parole, vous êtes l'ex de mon mari. Et après, la deuxième étape, c'était divorcer. Et alors, bah oui, j'ai beaucoup écrit sur les divorcés, oui, comment sauver sa peau. Mais surtout, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les manipulateurs avaient des proies de prédilection qui étaient justement les gens qui pensent trop, des gens plus intelligents que la moyenne. Je suis désolée de vous le dire, ça, je sais que ça vous énerve, vous voulez pas admettre que vous êtes intelligent, mais les gens qui pensent trop sont plus intelligents que la moyenne, sont bienveillants, sont très organisés, bourrés d'énergie, sont hyper gentils et, au miracle, ne voient pas la malveillance. Quelle aubaine pour un manipulateur! Donc, effectivement, après m'être intéressée aux manipulateurs, je me suis intéressée à leurs victimes. Parce qu'au départ, j'étais comme tout le monde, je croyais qu'une victime de manipulateur, c'était quelqu'un de bête, de naïf et de faible. Et effectivement, quand les gens arrivent dans mon bureau, ils sont pas en bon état. Quand ils sortent en fin de manipulation mentale, on est très affaibli, on a la cervelle qui part dans tous les sens, on est en surstress, etc. Mais dès qu'on avait coupé le lien avec le manipulateur, moi, je voyais les gens renaître de leurs cendres. Et je me disais, mais c'est des gens vachement sympas, intelligents, drôles, créatifs. Mais c'est pas du tout ce qu'on m'a dit des victimes de manipulateurs. Je découvrais que les proies des manipulateurs, en fait, bah, c'est les pense-trop, les fameux gens qui ont un cerveau droit plus développé. Alors effectivement, ils sont humanistes, ils sont hypersensibles, ils sont hyper gentils, mais ils sont pas idiots. Ils sont pas idiots du tout. Donc là, on divorce, et du coup, après, on arrive à, bon, c'est pas tout ça, mais quand même, on pense trop. Voilà. Alors, moi, j'ai navigué entre les deux sujets pendant plusieurs années. J'ai écrit « Échapper aux manipulateurs ». Les gens m'ont écrit. La moitié des lecteurs qui disaient « Merci, je me suis libérée de mon manipulateur ». L'autre moitié qui m'écrivait « Merci, j'ai tout compris, mais j'y arrive pas parce que je suis mariée avec ». Donc, j'ai écrit « Divorcer d'un manipulateur, un emploi à plein temps ». Parce que c'est un emploi à plein temps de divorcer d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, messieurs. On n'est pas en reste, hein.
Donc j'ai écrit le deuxième. Là aussi, les gens m'ont... Et entre-temps, je m'étais intéressée aux victimes, donc j'avais écrit Je pense trop. Puis, quand j'ai écrit Divorcer d'un manipulateur, les gens m'ont dit, ça y est, grâce à votre livre, j'ai réussi à me débarrasser du divorce, mais maintenant, il s'en prend aux enfants. Donc, j'ai écrit Enfants de manipulateurs, comment les protéger. Entre-temps, les lecteurs de Je pense trop m'avaient envoyé un courrier, mais comme ça. Donc, j'ai écrit Je pense mieux, qui est la réponse à cet abondant courrier. Et vous voyez, j'ai navigué d'un sujet à l'autre, comme ça, pendant un moment. Et puis là, j'ai commencé à voir un truc qui m'a pas plu chez les Pense trop. C'est qu'ils ne veulent pas savoir que les méchants existent. Ils veulent pas savoir. Hein. Les manipulateurs, c'est 2 à 4% de la population. C'est quand même pas énorme. 2 à 4% de gens infréquentables. Et donc là, j'ai commencé à être un peu en bras de fer avec les Pense-trop, parce que c'est moi la méchante de dire qu'ils sont méchants. Et je voyais bien dans mon bureau, ils commençaient à me regarder de travers, à dire ouais, petit Colin, elle règle ses comptes personnels avec les manipulateurs. Non, c'est le tien, je te signale. Là, c'est pas le mien, c'est le tien. Pourquoi ce déni, en fait? Ça va pas dans le paysage? Ça va pas dans le paysage, ça va pas dans leur envie d'un monde bienveillant, dans ce que dit aussi Badinter, le droit inaliénable de devenir meilleur. Ça marche pas avec les manipulateurs, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi de condamner quelqu'un objectivement quand on est humaniste. Alors moi, je vous invite à ne pas les condamner, les manipulateurs. Ils ont le droit d'être manipulateurs. Je vous conseille juste de pas les fréquenter. Je dis pas qu'il faut les soigner, les tuer, rien. Je vous dis, foutez-leur la paix, c'est tout. Ils aiment le vinaigre comme vous aimez le miel. Laissez-le dans leur vinaigre. Ça conserve très bien les cornichons. Laissez-les entre cornichons et passez à autre chose. C'est ça mon message. Parce que vous avez déjà eu des couples de manipulateurs où les deux sont manipulateurs. Oui, enfin, ils viennent pas me voir. Hein. Mais oui, oui. J'en connais, bien sûr. Un couple de manipulateurs, pour ceux qui ont M6 et qui connaissent Scène de ménage, c'est les deux vieux, là, Raymond et Huguette. Mauvais comme la teigne l'un avec l'autre, et la seule chose qui les réconcilie, c'est quand ils tarabusent quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça un couple de vieux de manipulateurs. Mais le message que je voulais faire passer, c'est arrêter d'essayer de changer les manipulateurs. Ils n'ont pas envie de changer parce qu'ils sont bien comme ça. Arrêtez de croire qu'ils sont malheureux, même s'ils savent très bien se faire passer pour des malheureux, parce qu'ils adorent les embrouilles. Et c'est leur droit, après tout. Il y a des gens qui vont voir tous les films d'horreur, il y en a d'autres qui vont voir toutes les comédies romantiques, et on n'est pas obligé de traîner quelqu'un dans un cinéma ou dans l'autre. Chacun ses films. Et donc, j'étais vraiment agacée que les Pense-trop refusent d'admettre que les manipulateurs étaient des gens réellement malveillants. C'est vraiment des gens qui ont pas bon fond. C'est pas des gentils. Alors, j'allais jeter l'éponge, puis à la dernière minute, je me suis dit, tant d'intelligence, de gentillesse et d'humour gaspillé au profit, excusez-moi, d'un connard ou d'une connasse, c'est pas possible. Donc, j'ai écrit Pourquoi trop penser rend manipulable, qui fait la synthèse finalement de tout ce que j'ai pu faire comme aller-retour entre les deux. Et ce livre-là, je vous l'ai écrit parce que je me suis dit, en refermant ce bouquin, si vous revenez me voir en me disant que les manipulateurs sont fréquentables, c'est que vraiment j'aurais raté mon objectif. Vous recevez beaucoup de courriers. Hein. Ouais. On voit bien dans votre livre, vous citez beaucoup d'exemples. Et donc, oui. En fait, on voit bien que ce qui vous anime, Christelle Petit-Colin, c'est vraiment l'autre. Oui, et puis en fait, c'est presque, je pourrais dire que c'est pas moi qui écris mes bouquins. Moi, je vous écoute, j'entends vos réflexions, vos commentaires, je vous écoute, puis après, je synthétise et je mets sur papier. Mais pratiquement tout mon travail, c'est de l'observation, dont j'ai peut-être la faculté à tirer les grandes lignes, mais c'est que de l'observation. Et les enfants, comment ils s'en sortent? Une fois qu'on leur a dit, en fait, finalement, tu peux, face à un manipulateur. Le manipulateur, c'est aussi le casse-pied dans la cour de récréation. Alors, les enfants s'en sortent s'ils ont le droit d'être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai plus de faille et où j'ai le droit d'être qui je suis, je vais plus me laisser harceler parce qu'il y aura plus prise. Je vais vous expliquer ça vraiment. Quand j'ai pris le temps d'expliquer aux enfants suisses, c'était ma première expérience, cet atelier en Suisse. L'atelier en Suisse, je leur ai raconté, je pense trop. On te dit, tu te sens différent, tu l'es, tu as un cerveau qui fonctionne comme ça. Gamin de 7 ans, hein, tu es hyper esthétique. Les gamins, ils me regardent comme ça, tu sais ce que ça veut dire? Non, je vais te l'expliquer. Ça veut dire que tu as les 5 sens, comme je viens de vous le dire. Petit Timothy s'est mis à hurler. Ah ouais, chez moi, on m'appelle œil d'aigle. À la maison, on m'appelle œil d'aigle. Maxence le regarde, il dit, chez moi, c'est œil de lynx. Ben voilà. Et on est parti, je leur ai expliqué, je pense trop.
Le soir, ils sont entrés à la maison, les 10 parents, donc c'est 10 familles, venaient le soir à une conférence que je faisais pour les parents et les enseignants. Les parents m'ont dit, mais ils sont rentrés transfigurés. Le mot est fort, hein, transfigurés. Ils sont rayonnants, qu'est-ce que vous leur avez fait? Ben rien, je leur ai dit qu'ils avaient le droit d'être eux-mêmes et je leur ai expliqué comment marchait leur cerveau. Et ça a été du long terme, puisqu'après, j'ai eu des retours aussi. Les notes sont remontées, les enfants se sont apaisés, ils se sont resocialisés. Donc, il y a vraiment eu... Et la petite Marie, qui était gravement dyslexique, a eu, en fin d'année scolaire, cette année-là, alors on est en Suisse, hein, un bulletin scolaire qui disait ceci: ne présente pas de signes particuliers, de troubles particuliers d'apprentissage. Tu peux pas dire que c'est bien, quoi. Mais les Suisses disent aussi, je suis déçu en bien. Alors bon, donc c'est voilà. Donc votre cheval de bataille, c'est la déculpabilisation. C'est le droit d'être soi. C'est le droit d'être soi. Donc, les enfants, alors depuis, j'ai l'habitude au cabinet, et puis les parents me le confirment, dès qu'un enfant qui pense trop a le droit d'être qui il est transfiguré. C'est le mot qu'ils emploient chaque fois. Transfiguré. Et donc, à partir du moment où il a le droit d'être lui, d'abord, il s'adapte beaucoup mieux. Les enfants se sont resocialisés après l'atelier. Et puis, du coup, comme il n'a plus à cacher qui il est cache. Donc, une jeune fille m'a raconté ça, une petite jeune fille qui était en 5e. Elle est allée au collège avec un pantalon fluo. Un de ses camarades de classe, évidemment, se moque de son pantalon fluo, le pantalon, etc. Et elle lui a répondu du tac au tac, parce que c'est des enfants qui ont beaucoup de répartie. Elle lui a dit, je l'ai mis pour que tu me remarques, et tu vois, ça marchait. Voilà. Quand j'ai plus de failles narcissiques, il n'y a plus de problème. Alors, il y a une de mes consoeurs qui prétend outiller les enfants, leur donner le sens de la répartie, etc. Mais si à l'intérieur de lui, l'enfant, il s'accepte pas, il n'aura pas de répartie. La répartie, elle monte du fait que je suis unie, entière, consistante. Sinon, ça marche pas. Donc, alors après, la gamine, elle m'a dit, bon, je l'ai pas remis au collège, le pantalon. Mais sur le moment, l'autre, ça lui a cloué le bec. Voilà. Donc, comment on lutte contre le harcèlement scolaire? Du côté des enfants qui posteront, on leur donne le droit d'être eux, et après, ils feront le boulot. Mais il faudrait aussi, et là, moi, j'en appelle à tous, les manipulateurs commencent leur carrière en grande section de maternelle. Ils se rôdent en primaire, ils commencent à tuer au collège, ils font rater les études au lycée, ils excluent des universités le bizutage. Quand vous avez un pervers dans un système de bizutage, il vous traumatise les gens. Donc, ils font arrêter les études à ces gamins plus sensibles. On les retrouve en entreprise, 30 suicides chez France Télécom. Le harcèlement, ça continue à tuer. Et ils vont finir leur carrière dans les maisons de retraite. Donc, il faudrait qu'on s'y mette à tous pour enrayer le harcèlement dès la grande section de maternelle. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? C'est votre enfant qui pose problème. Hein. C'est lui qui a des problèmes d'intégration. Et puis l'enfant qui harcèle, mais c'est un enfant qui a des problèmes. Voilà. Et on cautionne tous le harcèlement. Quand il y a un problème de harcèlement, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, il y a deux camps. Celui du harcelé ou celui du harceleur. Il est impossible d'être neutre dans une situation comme ça là. Donc je compte vraiment sur vous. Si le moindre cas de harcèlement maintenant, faut porter plainte. Pourquoi la méditation, c'est pas la réponse systématiquement adéquate? Alors ça, c'est pas moi, c'est ma clientèle. Hein. Dans ma clientèle, dans les techniques pour arranger son cerveau, etc., les adultes qui pensent trop, il y a la moitié qui me dit « la méditation, comment ça me fait du bien ?» Et il y a l'autre moitié qui dit « je supporte pas, ça m'énerve, je me décroche, je m'ennuie déjà assez dans la vie, je veux pas m'ennuyer encore plus. La méditation, c'est pas pour moi. » Et donc, il y a un langage ambiant qui voudrait vous faire croire que la méditation, c'est la panacée, la solution à tout. Et dans ma pratique, je vois chez les adultes déjà que la moitié des adultes, c'est pas l'outil qui leur convient. L'autre moitié, si. Donc, si la méditation vous convient, mais tant mieux. Mais si elle vous convient pas, ne culpabilisez pas de pas arriver à méditer. Aller faire du sport, un jogging sera beaucoup plus profitable. Et le gros problème que je dénonce, par contre, que je trouve dramatique, et là je pense pourtant que ça devrait être que du bon sens,
La méditation chez les enfants, mais ça va pas bien, non? Un enfant, c'est fait pour courir, sauter, bouger, rigoler, grimper aux arbres. C'est pas fait pour être un moine bouddhiste assis par terre à méditer. Et alors, en plus, un enfant étiqueté hyperactif, on lui propose encore plus de ce qu'il fait déjà souffrir pour le soigner. Déjà, le gamin, il n'en peut plus d'être assis toute la journée à l'école. Il faudrait qu'il s'assoie encore après l'école pour aller méditer. Et alors, la méditation a un très bon marketing. Ça se vend très bien, au point que certaines écoles, notamment en Grande-Bretagne, l'imposent à l'école. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il y a des enfants chez qui la méditation, ça crée d'abord des dépressions, surtout chez les garçons adolescents, et ça crée des psychoses. C'est-à-dire que quand on a une pensée complexe, arborescente, qui arrête pas de foisonner, etc., vous obligez à méditer, c'est vous envoyer dans les étoiles dans certains cas. Et donc, il y a des enfants pour qui la méditation, mais c'est juste un cauchemar. Hein. Et je pense que si on veut revenir à du bon sens, on ferait mieux de les emmener courir 1 heure au parc aux balançoires plutôt que de les mettre en méditation, surtout un enfant dit agité. Le laisser défouler toute son énergie. Donc, c'est vrai que j'ai pas le même discours que les autres à propos de la méditation. Non, hein. C'est pas tout à fait. Mais je pense que c'est important de commencer à avoir un peu des discours dissidents. Il y a des enfants pour qui peut-être ça marche, des adultes aussi, mais le systématiser comme étant la solution miracle, je pense que c'est vraiment dangereux. vous avez déjà rencontré des structures scolaires ou parascolaires qui vous ont enthousiasmé? Non. Il y en a sûrement, hein. Il y en a sûrement, mais non. Et j'ai même plutôt l'expérience inverse. J'ai été sollicitée par un proviseur pour un groupe de profs qui étaient volontaires pour faire de la communication PNL, analyse transactionnelle. Donc, nous avons fait des cours d'analyse transactionnelle de PNL, apprendre à écouter, à envoyer des shows doudous, tout ça. Enfin, voilà, les super outils de communication. Plus ça allait, plus les profs étaient enthousiastes. Et plus ça allait, plus les autres profs de l'école étaient hostiles. Et ils se sont retrouvés outillés et marginalisés. Et ils ont commencé à se faire harceler par les autres profs. Ouais, de toute façon, tu te crois meilleur que les autres parce que toi, disant, tu as fait de la communication, etc. Et donc, cette poignée de profs qui étaient volontaires s'est fait isoler. Et quand le proviseur est parti à la retraite, ils ont vécu un enfer avec le nouveau proviseur. Ils étaient les dingues de l'école, quoi. Et impossible de partager leur expérience, etc. Donc, il y a un moment donné où même quand on essaye de mieux faire, ça marche moins bien. C'est quoi les chauds doudous? Les chauds doudous, c'est la capacité à envoyer des signes de reconnaissance positifs au lieu d'envoyer des froids piquants. Des critiques et des reproches. Donc, si vous avez des enfants, je vous recommande ce livre. Ça s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous. Vous le trouverez sûrement chez moi là sans problème. Le conte chaud et doux des chauds doudous, c'est écrit par Claude Steiner, qui est le numéro 2 en analyse transactionnelle, enfin qui était, puisqu'il est décédé il y a 3 ans. Claude Steiner, vraiment un grand monsieur de l'analyse transactionnelle, qui explique aux enfants les chauds doudous, les froids piquants. Les froids piquants, c'est tout ce qui pique, tout ce qui est désagréable, les critiques, etc. Les chauds doudous, c'est tout ce qui est encouragement, compliment et paroles douces. Au travers de vos livres, en général, quand même, revient beaucoup la question du temps passé avec ses enfants, mais aussi les uns avec les autres. Donc, je le disais tout à l'heure, de l'écoute et donc de l'entente avec un grand E. Donc, quid aujourd'hui de la question du temps? Alors, ce serait le problème majeur? Non, parce que vous pouvez passer 3 heures avec vos enfants en ayant le nez sur votre tablette. Vous pouvez passer une journée entière avec vos enfants en disant « tais-toi, j'écoute les informations ». Vous pouvez passer une semaine avec vos enfants en disant « allez, va faire tes activités, je vais faire les miens, etc. » Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité de l'écoute, plus que la qualité de la communication, plus que la quantité. Je pense qu'il vaut mieux passer 10 minutes à réellement écouter son enfant que 2 heures à lui dire en jouant sur sa tablette. Donc c'est plus... c'est valide dans les couples aussi. Hein. Voilà. Prendre vraiment du temps pour être réellement là et disponible, il vaut mieux l'être pas souvent, mais réellement, plutôt que de faire semblant d'être là sans être là.
Hein, messieurs, votre femme vous l'a dit 100 fois, tu m'écoutes pas. Et vous, Christelle Petit-Colin, quelle petite fille étiez-vous à l'école? Ah, alors moi, c'est un petit peu différent. Je l'ai en russe, Bukvaïed. J'étais une dévoreuse de livres. Je crois que j'ai dû savoir lire très tôt et j'ai adoré lire. Je me souviens avoir lu Montaigne à l'âge de 10 ans. Je crois que j'ai rien compris, mais la musique du vieux français me ravissait complètement. Et donc, j'étais une grande lectrice. Je crois que au collège, je connaissais toute l'œuvre de Marcel Pagnol par cœur, tellement j'adorais ce ton, la Provence et tout ça. Et l'école, bon, alors je suis petite fille d'instituteur, et j'ai été institutrice moi-même. Donc pour moi, l'école, c'était quelque chose d'extrêmement valorisé. J'ai encore des cartes d'anniversaire de mon grand-père avec l'encre violette, les pleins, les déliés, l'écriture, mais incroyablement parfaite du grand-père. Et pendant longtemps, j'ai eu aussi une calligraphie assez élaborée. Là, maintenant, c'est plus ça. Hein. Voilà, donc j'investissais beaucoup l'école pour ça. Mais j'ai découvert en quatrième que mes camarades m'appelaient Petit Larousse au lieu de m'appeler Petit Colin parce qu'ils comprenaient rien à ce que je disais. Mais j'avais trop de vocabulaire, ils comprenaient rien à ce que je disais, ils m'appelaient Petit Larousse. Donc vous avez été dans cette position, vous, à un moment donné, être un peu isolé? Non, très peu, parce qu'après, les garçons se sont intéressés à autre chose. Donc non, j'ai pas eu le temps d'être isolée. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et dans ce que vous écrivez, Christelle Petit-Colin, aujourd'hui? Alors, ça c'est une drôle de question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce que je fais aujourd'hui? J'adore écrire. C'est le moment où l'écriture, c'est quasiment une transe. C'est-à-dire qu'on sait jamais trop. On se met devant son clavier, on a des trucs à dire, etc. Puis d'un coup, ça sort. J'ai râlé, pesté pendant 3, 4 jours, 10 jours, à tourner en rond, à procrastiner, etc. Puis à un moment donné, il faut y aller, ça sort. Et là, je vois mes mains qui volent sur le clavier. Ça sort, je sais pas d'où. Et je ris toute seule. Je ris toute seule de ce que je suis en train d'écrire, donc je sais pas d'où c'est arrivé. Le processus créatif est vraiment quelque chose de très particulier. Et quand je relis mes livres quelques temps plus tard, je dis c'est moi qui ai écrit ça. Je devais vraiment être en transe au moment que j'ai écrit. L'écriture, c'est vraiment le truc le plus fabuleux. Et puis le deuxième truc le plus fabuleux, c'est les rencontres avec mes lecteurs, parce que j'ai les meilleurs lecteurs de la Terre. Franchement, j'ai été maligne, j'ai écrit pour les gens les plus adorables. Les Panstros sont des gens mais tellement gentils, tellement chaleureux, tellement nourrissants, que c'est un vrai bonheur d'avoir écrit pour eux et d'avoir leur retour. La première fois qu'on m'a dit votre livre m'a sauvé la vie, j'ai dit wow, il va un peu fort. La deuxième fois on m'a dit votre livre m'a sauvé la vie, j'ai dit ah bah quand même. Mais maintenant, ça fait quand même des années que régulièrement, mais je vous jure, votre livre m'a sauvé la vie, que ce soit sur les manipulateurs ou les pense-trop. Alors, à un moment donné, on se dit, bah, ça valait vraiment le coup d'écrire, de passer des heures au clavier. Quand je suis au clavier, je peux tout oublier pendant 10 heures d'affilée. Je me mets à mon clavier, je sais pas, genre 8 heures du matin. Je regarde ma montre, il est 18 heures. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, si j'ai écrit, mais j'ai pas vu la journée passer du tout. Donc, ça valait le coup de mettre tout ça par écrit pour que ce soit consigné et pour que les gens puissent après l'utiliser pour leur confort personnel. C'est vrai que j'ai du mal encore à réaliser. Les gens me disent, vous m'avez sauvé la vie. Et je dis, mais pourquoi? Et puis en fait, si. C'est vrai que en fait, mes livres parlent de vachement de souffrance. Est-ce que vous avez l'impression finalement d'effectuer un travail collaboratif où vous récupérez beaucoup de choses que vous passez aux autres? Oui, oui. Alors ça complètement. Moi, si je devais résumer mon métier, c'est passerelle. Je suis une passerelle. Je fais passer l'information d'un côté et de l'autre. Ouais, absolument. Des fois un peu éclaireur.
Vous savez, ce que j'écris, en général, je l'ai expérimenté juste avant. Hein. Je fais passer derrière au fur et à mesure que je récupère. Un peu éclaireur, un peu passerelle, ouais. Qui vous soutient aujourd'hui? Plutôt les médecins, plutôt les enseignants? Les enseignants, pas trop, non. Et puis alors, en plus, ce qui me frustre, c'est que il semblerait que mon livre Mon enfant pense trop les ait blessés, alors qu'il n'y a pas de raison. Au contraire, je voulais leur donner à eux aussi des outils et pas du tout. J'ai été un stitch et je sais à quel point leur métier est difficile. Ils mériteraient une médaille et une grosse augmentation de salaire. C'est monstrueux de les faire travailler dans les conditions où ils sont. Donc les enseignants, pas trop, malheureusement. Mais bon, Céline Alvarez s'en occupe, donc tout va bien. Et par contre, les médecins. Alors, oui, les thérapeutes sont de plus en plus prescripteurs de mes livres. C'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà, j'ai lu votre livre sur les conseils de mon thérapeute, de mon médecin traitant. Et alors, pour la petite histoire, une de mes clientes était dans un hôpital psychiatrique. Et c'était son mari qui était venu me voir en disant elle a été gravement harcelée dans son travail, les médecins comprennent pas, etc. Elle était en surstress, cette pauvre femme. Donc elle a lu votre livre Échapper aux manipulateurs, on a retrouvé son chef, on a retrouvé ce qui lui est arrivé, etc. Et j'ai dit donnez-lui à lire Je pense trop, ça va lui faire du bien. Et ben dans l'hôpital psychiatrique, tous les fous l'accrochaient en disant fais voir ton livre, fais voir ton livre. Et je passais à la radio quelques jours plus tard, et quand le psychiatre de cette patiente est rentré dans sa chambre, il y avait une bonne partie, une quinzaine de fous dans la chambre, assis par terre à m'écouter. Du coup, alors c'est là où on voit que des fois les médecins sont vraiment très ouverts. Il m'a invité à déjeuner et on a collaboré jusqu'à sa retraite. Bravo. Des fois, c'est chouette. On se dit, il y a pas... Parce qu'il y a un autre hôpital psychiatrique où je me suis fait virer par les psychiatres parce que j'avais formé les infirmiers. C'était exactement comme le lycée où j'avais travaillé. Les infirmiers ont commencé à ruer dans les brancards. Les psychiatres ont dit au directeur de l'hôpital, ça là, on veut plus la voir. Dehors. Sur quoi vous travaillez maintenant? Alors, je suis en train de travailler sur un livre qui va s'intituler, j'ai pas encore le titre exact, mais en gros, comprendre les codes normaux pensants quand on les a pas. C'est la suite. C'est la suite, parce que c'est ce que m'ont dit les pense trop. J'ai pas les codes, je fais des gaffes, je comprends pas ce monde. Au travail, j'ai que des ennuis avec mes collègues. Je vois bien qu'ils me prennent pour un arriviste alors que j'en suis pas un. Tout le monde me regarde de travers rapidement. Dans les soirées, je m'ennuie, puis je comprends pas ce monde, cette méchanceté, etc. Et j'ai aussi remarqué que vous pouvez pas compter sur les normaux pensants pour essayer de vous comprendre. Donc, je me suis dit, le plus simple, c'était de faire un manuel pour les pense-trop, pour comprendre le monde des normaux pensants, pour arrêter de gaffer, et puis peut-être aussi pour s'enrichir des différences, c'est-à-dire que tout n'est pas acheté chez les normaux pensants, ils ont beaucoup de bon sens aussi à vous proposer. Simplement, vous n'êtes pas sur le même niveau. C'est un petit peu comme si vous jouez au tarot et eux, ils jouent à la belote. Donc, c'est pour ça que vous perdez tout le temps. Quand vous aurez compris les règles de la belote, vous pourrez davantage jouer avec eux. Il y a beaucoup de bon sens dans le monde neurotypique aussi. Merci Christelle Petit-Colin. Merci.